Bonjour, bienvenue sur Objectif DevAnApp pour le quatrième volet dédié à CodeIgniter dans lequel on va parler de la librairie database, plus précisément en fait toute la configuration de votre base de données. Alors ça va être quand même relativement théorique également, comme un petit peu le volet précédent, dans lequel j'avais également abordé déjà les bibliothèques, donc là on est en plein dedans. Pourquoi je veux faire un volet sur les bases de données? Parce que c'est souvent problématique en termes de configuration, ça prend du temps. Donc je me suis dit que voilà, cette vidéo pourrait peut-être vous permettre de gagner du temps au moment où vous allez devoir la configurer, cette base de données. Alors cette première façade, en fait, c'est simplement une reprise des paramètres et de leur signification, les paramètres de la configuration. Donc, en un mot, je vais vous laisser faire une pause dessus et la regarder au moment où vous en aurez besoin pour voir ce qui vous intéresse en fin de compte, hein. Donc, la configuration de la base de données sous CodeIgniter se fait dans le folder application config database.php. En un mot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va là, vous avez donc tous les paramètres. On va rentrer dans les moins connus pour vous permettre finalement de prendre en main cette base de données et de pouvoir la configurer sans aucun problème avec les éléments dont vous avez besoin. Donc grosso modo, on va surtout parler de ce qui est méconnu. Donc, par exemple, la collation. Donc on a un paramètre qui s'appelle dbcollat. Et en fait, vous savez que vous avez un encodage à spécifier pour vos bases de données. Généralement, en France, on utilise l'UTF-8. J'ai déjà vu du latin, j'en ai déjà vu d'autres. Grosso modo, en fait, le dbcollat, c'est ce qui apporte un complément d'information à cet encodage sur les règles et le tri des strings, c'est-à-dire quand elles vont être comparées, c'est-à-dire quand on va charger nos données, elles vont subir donc un encodage et comment elles vont être triées et quelles vont être les règles de comparaison entre elles et entre les attendus, hein, c'est-à-dire je veux un varchar, je veux un integer, etc. Est-ce que mes... Alors, pardon, excusez-moi, je veux un varchar, puisqu'on est dans de la string. Donc, grosso modo, quel est l'encodage que je choisis par rapport à mes données. Ensuite, on avait le paramètre DSN, donc Data Source Name. Si je vous montre cette ligne du bas, vous comprenez immédiatement à quoi on fait référence. En fait, c'est une information de connexion qui est rédigée sous forme d'une chaîne de texte et donc qui reprend le nom de l'hôte, le nom de la base de données, etc., etc. Et on le voit souvent de cette façon-là. Donc MySQL host, donc qui est le serveur utilisé, le nom de la base de données, l'encodage. Alors là, c'est un exemple, hein, on aurait pu mettre UTF-8 comme celui qu'on a mis précédemment, etc., etc. Donc voilà à quoi ces deux paramètres, à quoi ils font référence. Ensuite, on a le stricton. Alors le stricton, c'est quand ce mode est... Moi, je ne connaissais pas du tout, hein, donc là, je découvre comme vous. Donc quand ce mode est activé, ça veut dire que MySQL va réaliser des vérifications rigoureuses sur les données qui sont échangées, donc insérées, modifiées dans la base de données. Si les règles de cohérence ne sont pas respectées, alors les données sont refusées. Quelle vérification? Par exemple, on va vérifier que les valeurs ne soient pas nulles, que les clés étrangères existent bien dans la table de référence. On va vérifier le type de données, etc., etc. Parfois, vous aurez des applications qui ne fonctionneront pas avec le mode strict. Il faudra dans ce cas le désactiver et donc le passer à false. Ensuite, on a pconnect. Alors, pconnect, c'est une connexion persistante. C'est-à-dire que au lieu d'ouvrir et de fermer notre connexion à la base de données à chaque script, on va la laisser ouverte, on va la maintenir ouverte. Alors les avantages, c'est que ça améliore la performance de l'application.
on n'a pas à spécifier donc d'ouverture et de fermeture. En revanche, l'inconvénient, c'est une consommation de mémoire. Donc, il peut y avoir malheureusement à la fois une amélioration, mais à la fois une perte de performance sur l'utilisation du P-Connect. On a aussi certaines configurations qui ne seront pas compatibles avec les connexions persistantes, et dans ce cas-là, il faudra donc le passer à false. Ensuite, on a le swap pre, je ne sais pas comment, hein, voilà, je vais le dire comme ça. Alors là, c'est un changement dynamique de préfixe de table. On va prendre d'emblée l'exemple, c'est-à-dire que imaginons que j'ai une table code initer qui commence avec un préfixe de CI, et puis je veux le changer par un app. Dans ce cas-là, je vais venir mettre dans ma valeur de swap pre une valeur avec app underscore, et automatiquement le préfixe sera remplacé lors des requêtes SQL. On peut également compresser les données lors d'une connexion à une base de données. Si la valeur est donc à true, on va avoir une compression. L'avantage, c'est l'amélioration des performances. On l'utilise notamment lorsqu'on a une bande passante limitée. En revanche, l'inconvénient, c'est l'augmentation de la charge CPU. C'est-à-dire qu'on va avoir un processeur qui va devoir travailler beaucoup plus et donc un risque de ralentissement, de temps de réponse allongé, etc. L'encrypt, alors c'est déjà plus connu comme paramètre de configuration. En revanche, j'ai voulu aller voir un petit peu si je trouvais des informations qui soient intéressantes à retenir. Donc, on peut activer ou désactiver le chiffrement des données échangées entre l'application et la base de données. Pour cela, on utilise un protocole SSL-TLS qui est une couche donc de sécurité contre les attaques, notamment une attaque que moi je ne connaissais pas vraiment, qui s'appelle la man in the middle, l'homme au milieu en fait. C'est une attaque qui peut intercepter la communication entre deux parties, donc par exemple entre un navigateur et un site, ou espionner vos données échangées. Et donc le risque, c'est de voir nos données modifiées ou leur acheminement. Dans ce cas-là, l'acheminement peut être modifié vers une autre base de données. Le risque est majeur sur des réseaux Wi-Fi publics ou non sécurisés. Alors le SSL-TLS, j'ai voulu faire un rappel. Donc c'est Secure Sockets Layer et Transport Layer Security, qui sont des protocoles de sécurité en matière d'échange de données et notamment pour établir des connexions sécurisées entre clients et serveurs sur Internet. C'est une garantie de confidentialité, d'intégrité des échanges. Alors SSL a été remplacé par TLS qui est plus sûr. TLS est utilisé dans les requêtes HTTPS de sites sécurisés. Je vous ai mis aussi les autres protocoles d'email sécurisé et de transfert de fichiers. Lors d'une connexion, on a une vérification de l'identité du client et de son certificat SSL-TLS. Si le certificat est valide, alors la connexion peut s'établir. Et pendant la communication, on a un cryptage des données. Ensuite, vous avez le failover. Donc, c'est la possibilité de désigner d'autres serveurs, un ou plusieurs de serveurs de secours, au cas où le serveur principal failed, c'est-à-dire au cas où on ait un problème de serveur initial. Grosso modo, comment ça se passe? Dans le failover, vous avez un nouveau tableau et vous rentrez exactement les mêmes paramètres de configuration que vous avez rentré précédemment, mais avec un autre serveur en fait. Et vous pouvez en entrer plusieurs, c'est pour ça que je vous ai mis plusieurs tableaux. Donc on peut avoir plusieurs serveurs de secours. On peut également en DB Driver donc utiliser soit MySQLi, soit PDO. Donc MySQLi est utilisé par défaut. Si on veut utiliser PDO, et bien dans ce cas-là, il faut le spécifier tout simplement en DB Driver, en valeur de DB Driver. Ah oui, j'ai oublié de dire, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais pour MariaDB, il faut absolument utiliser MySQLi. On a la possibilité également de rajouter quelque chose qui n'y est pas forcément par défaut,
qui s'appelle un subdriver et qui spécifie le type de base de données à utiliser, donc MySQL, MariaDB, MongoDB, etc. Donc on a bien retenu que là, si c'était MariaDB, on serait en MySQL. Donc je vous mets une rapide utilisation de la librairie database. Donc ici, dans un contrôleur, où il manque un petit D, ou dans un modèle, on peut charger la librairie database. Donc pour la charger, on fait référence à la classe dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire si on est dans un contrôleur, le this se réfère à ce contrôleur, si on est dans un modèle, c'est au modèle qu'il se réfère. Donc on dit que cette classe charge la database et dès lors qu'on la charge, on obtient ses fonctionnalités. Donc on a la possibilité de faire un CRUD, Create, Read, Update, Delete, avec des fonctions qui peuvent être un petit peu différentes de celles qu'on utilise généralement. Donc on va les regarder ensemble. Donc par exemple, on peut insérer des données dans une base de données. Imaginons que j'ai un tableau de compte bancaire par exemple. Donc ce tableau contient le nom d'un titulaire, le numéro de compte et le solde du compte. Et dans ce cas-là, pour insérer ces données dans la base de données, on va faire this, db, insert, et on va les insérer dans la table qui s'appelle compte table, et on va insérer l'intégralité des données du tableau précédent. Alors, on va avoir donc les requêtes, les fonctions et requêtes, pardon. Donc, pour récupérer des enregistrements d'une base de données, enfin d'une table d'une base de données, on va utiliser get et on peut spécifier, sélectionner certaines données précisément avec le where. Donc ici, on dit que cette classe va aller chercher donc dans la base de données. On va sélectionner les données via l'ID. Et on va faire une requête qui dit cette classe charge la base de données et récupère l'intégralité des éléments de la table compte table. On aurait pu aussi le faire avec un select from, etc. Et ici, on récupère donc dans cette ligne l'intégralité de notre requête ci-dessus. On peut également insérer donc une nouvelle ligne dans une table de base de données. Donc on retrouve notre tableau et on retrouve donc notre requête thisDB insert compte table qu'on a vu précédemment. On a bien sûr le update. Là, je vous ai donné tout le CRUD parce que c'est toujours pareil. Quand on cherche le CRUD, on est toujours un petit peu en train de farfouiller. Donc, je me suis dit, c'est pour vous permettre de gagner du temps. Vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut immédiatement pour commencer. Donc, le update, on est quasiment sur la même rédaction, sauf qu'on change la fonctionnalité. Idem pour le delete, où on supprime des données d'une base de données. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire déjà sur sur la librairie database de CodeIgniter. Merci encore de vous abonner à la chaîne et d'ajouter un pouce. Bonne journée, au revoir.